à tous et bienvenue. Je vais laisser les derniers s'installer. Merci beaucoup. Bienvenue et merci d'être présent à ce colloque très important intitulé « Enfants au cœur des violences conjugales, 180 minutes pour comprendre et agir ». Ensemble, nous allons faire le point évidemment sur les avancées, mais aussi sur les blocages concernant cette thématique très sensible de ces enfants exposés aux violences conjugales. Nous allons écouter les témoignages de parents, victimes, qui nous raconteront leur situation et comment ils évoluent, et également les protagonistes sur le terrain qui les aident et qui font avancer les choses. Une matinée qui sera retransmise en direct sur Facebook. Donc pour ceux qui nous regardent via Facebook, sachez que vous pouvez aussi poser vos questions, car à la fin des tables rondes, il y aura des questions-réponses et je vous inviterai vraiment à ne pas hésiter. C'est un colloque vraiment important et votre voix est intéressante, donc n'hésitez pas à poser vos questions aux différents intervenants. Alors pour présenter les objectifs de cette matinée et pour vraiment introduire ce colloque, je vais laisser la parole à Marie Tamarel Verhaeghe, députée de l'Eure et organisatrice de ce colloque. On l'applaudit s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, chers collègues députés, ce matin du 24 novembre 2021, je l'ai espéré, je l'ai attendu et préparé avec mon équipe pour que les enfants pris dans le cyclone des violences conjugales soient entendus et protégés. Ce matin réunit des témoins victimes. Merci à Laura Rapp et Alizé Bernard pour leur courage. Des professionnels de la police, merci à Maïva Amadouche, dont Laura est un précieux soutien à cette cause. Des professionnels de la santé, merci aux docteurs Sadlier et Alvarez et Tisseron, qui mettent leur expertise au soutien de ces enfants et de leurs familles. Des élus, merci à Isabelle Santiago pour son engagement total. Des associations, merci à Claudine Jeudi, présidente d'Enfance et Partage, Frédéric Martz, fondatrice de l'Institut Women Safe and Children, Sabrina Himmer de l'association La Voix de l'Enfant, combattante et soutien indéfectible. Ce matin réunit des professionnels du monde de la justice. Merci au juge Durand, appui fondamental pour la cause des enfants et dont l'avis sur nos travaux à l'Assemblée a été déterminant. Merci à maître Tomasini et Steyer, avocate reconnue et brillante. Des chercheurs, merci à Andrea Vintila et Solène Joanneau, maîtres de conférences, de nous partager leurs travaux. Merci à vous, intervenants, de ce temps donné pour nous aider à pénétrer le monde de l'ombre de ces enfants pris dans le tsunami des violences conjugales. Leur intérêt est méconnu et leur protection mise à mal. Lutter contre la violence, encore et toujours. Lutter contre la violence impensable qui sévit là où on ne la croirait pas possible. Lutter contre la violence qui frappe au cœur des couples, au cœur des familles. Oser la regarder en face, la reconnaître, la nommer pour l'empêcher de se reproduire sans cesse dans la vie de ceux dont elle a blessé mortellement l'enfance. Il y a eu des avancées. Le Grenelle des violences faites aux femmes avec Marlène Schiappa, les propositions de loi Pradier-Couillard et le projet de loi d'Adrien Taquet ont posé des jalons. Depuis plus de 2 ans, nous avons tenté d'amender ces textes législatifs. Nous continuons avec plus de 60 députés à le faire avec la proposition de loi des enfants exposés aux violences familiales pour la reconnaissance du statut de victime et la suspension de l'autorité parentale dans l'intérêt de l'enfant. La résolution du Parlement européen d'octobre 2021 nous donne raison. Un mot pour Pierre, jeune proche, qui a été une pierre angulaire dans ce combat de plus de 2 ans et dans ma détermination à ne pas lâcher. À travers lui, ce sont tous ces enfants qui m'accompagnent, qui nous accompagnent dans ce que j'ose appeler un combat. Merci à vous,
d'avoir répondu à cette invitation pour mieux comprendre les enjeux des enfants exposés aux violences conjugales. Encore une fois, merci à tous nos intervenants de nous en donner des clés. Enfin, merci à Bruno Solo d'avoir accepté immédiatement, comme ambassadeur de la voix de l'enfant, de parrainer ce colloque dans un agenda plus que chargé. Merci d'être là, Bruno, pour prêter votre voix, pour faire entendre celle de ces enfants. Je vais vous lire 3 témoignages d'enfants et d'un adulte également pour ouvrir ce colloque de la manière la plus concrète et incarnée qui soit. Je commence par une petite fille de 4 ans. Parole libérée en consultation par une petite fille de 4 ans, victime et témoin de violences conjugales extrêmes pendant les 36 premiers mois de sa vie. Par ses cris, elle a sauvé la vie à sa mère. Aujourd'hui, à 6 ans, elle a repris le cours de son développement, assombri évidemment par un syndrome de stress post-traumatique. Papa a tapé maman sur le lit. Papa me tirait les cheveux, je pleurais parce que maman n'était pas là, j'avais très peur. Papa tapait tout le temps maman. J'ai pas envie de voir papa. Elle pleure à ce moment-là avec une grande angoisse. J'ai peur de revoir papa, j'ai pas envie de lui parler au téléphone, ni de lui envoyer des dessins. Je n'ai pas envie que papa parle à ma maîtresse, je n'ai pas envie que papa voie mes copains de l'école. J'ai pas envie de voir mamie, sa grand-mère paternelle. Je n'ai pas envie d'aller voir papa en prison. J'ai pas envie que papa sorte de prison, j'ai peur qu'il sorte. J'ai besoin que papa soit loin, très loin. À cet instant du témoignage, la petite fille fait une véritable crise d'angoisse pendant la consultation. Je ne veux pas que papa vienne dans mon école, j'ai besoin que papa soit loin, très loin. Maintenant, la parole libérée en consultation par une petite fille de 10 ans, témoin et victime de violences conjugales de sa mère sur son père. Droit de visite et d'hébergement maintenu pour la mère et le père accusé d'aliénation parentale par une expertise. J'ai un peu de problème avec ma mère, elle me tape. Elle a commencé à me taper en maternelle pour des petites choses. Une fois, je jouais avec ma sœur dans la cuisine et sans faire exprès, j'ai cassé un verre. Maman m'a grondé, m'a mis une fessée. Papa est venu, maman l'a frappé. Elle m'a mis dans ma chambre. C'était comme ça, souvent. J'étais petite, j'avais fait une bêtise. Maman ne voulait pas chanter la chanson du soir. J'ai pleuré, elle est venue, m'a prise par le cou et m'a secoué. J'ai eu très peur, elle est partie. Je suis allé me cacher. J'ai peur de retourner chez ma mère et de ne plus voir mon papa. Quand je fais des cauchemars, je la vois. Je me dis parfois que si j'étais pas là, pas né, papa n'aurait pas tous ces problèmes. Si c'était à moi de décider, je n'irais plus voir ma mère. Je ne pense pas que maman puisse changer. Je lui ai déjà dit, si elle pouvait changer, elle aurait déjà changé. Elle ne me frappe plus cette année, mais elle pourrait me frapper de nouveau. Quand maman vient à l'école, je suis gêné. Je n'aime pas qu'elle parle à mes copines. Je suis gêné. J'ai peur que maman sache tout ce que j'ai dit ici. Enfin, 3e témoignage, celui d'un homme adulte de 28 ans qui écrit à sa mère. Tu étais MLF, Mouvement de libération de la femme, dans ta jeunesse. Tu as toujours su t'imposer dans un monde d'hommes. Le contrôle sur la vie, c'est toi. La liberté, c'est toi. La fierté, c'est toi. Tu es ce qu'on appellerait aujourd'hui une femme puissante. Je t'admire pour ta force. Tu sais que ce fléau n'épargne personne. Il y a 25 ans, tu es tombé sous l'emprise d'un homme. On a décidé de l'appeler le gros porc. Décidé de ne pas prononcer son nom, histoire de s'assurer de ne rien en dire, tout en disant tout. De ces années-là, tu me racontes maintenant des moments dont je n'ai plus envie d'entendre parler. J'ai peu de mémoire, mais celle-ci m'habite. C'est 15 ans plus tard que je me suis laissé engloutir par cette histoire, jusqu'à suffoquer. C'était une attaque de panique, il y a 6 ans. Tu te souviens de beaucoup de choses. Moi, je ne me souviens que d'un vague fracas, des murs qui vibrent. Qu'un jour, on a dû partir. Je me souviens de l'œil au beurre noir que tu cachais difficilement un jour où nous étions en vacances. Et je me souviens de la peur,
celle que j'avais dans ma chambre et celle que j'avais et qu'il m'arrive parfois encore d'avoir. Cette peur quand tu étais en retard en rentrant du travail ou après ça, être sorti faire une course. La peur de te lâcher le bras, la peur d'être sans toi. Dans notre histoire, tragiquement banale, il n'y a eu ni police, ni hôpital, ni question à l'école. Pas de questions, pas d'action. Tout le monde savait pourtant ce que faisait ce médecin de famille qui soignait autant qu'il détruisait. Arrêtons de demander aux femmes de fuir quand on détourne soi-même le regard. Pour nous, la honte, pour nous, la culpabilité, pour nous, le silence. Le silence qui écrase et rétrécit. Enfant, je m'exprimais peu, je m'engouffrais dans le mutisme. Essayer de faire parler un gosse qui réunit toute son énergie pour contenir tout à l'intérieur. Même un psy, vu 3 ou 4 fois à l'âge de 8 ans, semblait penser que ça allait, que ça irait. La justice fait aujourd'hui preuve de cruauté quand elle nie la violence. Et oui, il y a sûrement une question de formation des magistrats et policiers, mais nous n'avons vu, nous, ni policiers, ni magistrats. Alors je me pose la question maintenant. Si cette scène de la fin des années 90 avait eu lieu en 2021, m'aurait-on mieux repéré avec un simple PDF de sensibilisation qui vient d'être envoyé aux écoles ? Les secours auraient-ils posé des questions ? Le psy que j'ai vu aurait-il compris qu'un truc clochait ? Nos voisins nous auraient-ils aidés plutôt que de préserver le silence et leur relation avec notre agresseur ? J'essaie d'être optimiste, mais en écoutant Laura, Alizée, Clémentine et tous les professionnels, je me dis que rien n'est certain. Voilà. Merci beaucoup, merci Bruno Solo. Nous avons donc entendu ces témoignages terribles des enfants et nous avons donc dans la salle ce matin également 2 témoignages de parents. Je vais inviter tout de suite Laura Rapp, victime et auteure du livre « Tweeter ou mourir » à nous rejoindre, ainsi que Alizée Bernard, victime et auteure du livre « Silence on cogne ». Merci beaucoup de les applaudir, c'est courageux. Pour parler, il faut appuyer sur le petit bouton. On va commencer tout de suite avec vous, Laura Rapp. Donc, je le disais, vous êtes victime, auteur du livre « Tweeter ou mourir ». Vous allez un petit peu nous raconter votre histoire personnelle avant d'aller sur vraiment ce qui s'est passé ensuite pour votre enfant. On vous écoute. Alors déjà, pour commencer, je voudrais remercier Madame la députée Tamarel qui a organisé ce colloque, et aussi de nous avoir invités avec Alizée, car il y a quelques années, on n'aurait jamais laissé la parole à des victimes. En fait, on a toujours voulu nous laisser dans les placards et donner la parole à des mamans victimes de violences conjugales. C'est donner de la visibilité aux enfants. Donc pour ça, merci, vous êtes une source d'espoir pour nous toutes. Et j'ai aussi une autre responsabilité pour vous, puisque ma fille pense que je suis une héroïne qui va sauver tous les enfants du monde entier. Donc à mon goût, c'est trop de responsabilité. J'ai parlé de vous. Je lui dis que vous appeliez Marie. Donc elle a pensé à son avocate, une de ses avocates qui s'appelle Marie. Pour elle, ses avocates, c'est la fée Marie, la fée Nathalie. Et je lui dis non, ce n'est pas Maître Grimaud, c'est une députée. Elle me dit si elle sauve des enfants, c'est que c'est une fée. Donc aujourd'hui, vous êtes une fée. C'est de votre responsabilité. Vous avez une très lourde responsabilité. Alors j'ai été victime de plusieurs années de violences conjugales. Ce qu'il faut savoir, c'est que ma fille n'était même pas née, qu'elle connaissait déjà la violence, puisque au bout de 5 mois de grossesse, mon conjoint me frappait. Frapper une femme enceinte, sa compagne, la mère de son enfant, c'est frapper l'enfant. C'est quelque chose dont on ne parle pas, mais il y a des conséquences ensuite pour l'enfant, et je pense qu'on a des médecins après, vous pourrez leur poser des questions, et c'est quelque chose dont on ne parle que très peu, qui n'est pas visible et que les magistrats souvent ne prennent pas en compte, puisque en fait, l'enfant dans votre ventre, c'est pas grand-chose, mais je tenais quand même à le souligner. Ma fille a souvent été présente de scènes de violence conjugale. Il y a même un soir où elle s'est pris une bouteille d'eau froide sur elle et on a été menacé de mort avec un club de golf. Il y a eu une intervention de police et j'ai eu un déclic pour déposer plainte. Et quand j'ai dit qu'est-ce qu'il risquait, le policier était gentil, il m'a dit que je pouvais déposer plainte, mais que les menaces de mort c'était à huis clos, et que la bouteille d'eau froide, ma fille était en état de choc, c'était pas des coups, que la justice ne ferait rien. J'en veux pas au policier, en fait, il avait raison. Voilà.
Voilà, tant qu'on n'est pas roué de coups, tant qu'un enfant n'est pas roué de coups, tant que la mère n'est pas rouée de coups, en fait, il ne se passe pas grand-chose pour la victime. Donc, je me suis dit, je ne vais pas déposer plainte. Et quelques mois après, mon conjoint de l'époque, a mis ses menaces à exécution. Il a essayé de me tuer devant ma fille. Donc, il m'avait enfermé à clé dans l'appartement. Il m'avait laissé aucune chance. Ce soir-là, je savais que j'allais me faire frapper. Il m'a étranglée à plusieurs reprises. Il m'a sorti du lit de ma fille. Et ma fille a tout vu. Elle a assisté à toute la scène. Et je dois mon salut aux voisins qui m'ont sauvée. Donc, je les remercie. Ensuite, mon ex-conjoint était arrêté. Et il n'y a eu aucune prise en charge pour ma fille. Donc c'était en avril 2018, c'est-à-dire, alors les policiers ont vérifié, ma fille n'avait rien physiquement. Par contre, elle était en état de choc, en position de fœtus. Sa voisine est restée avec elle. D'ailleurs, elle a dit dans son témoignage, elle n'a jamais vu une telle scène. En fait, elle était en elle. Ma fille, elle était tellement traumatisée qu'elle s'accrochait. Donc aucun protocole aujourd'hui médical, police, justice pour un enfant qui assiste presque au meurtre en fait de sa mère. Donc j'ai déposé plainte, mon ex-conjoint a été arrêté, mais aujourd'hui c'est moi qui ai dû trouver des médecins. Donc heureusement qu'à l'époque j'avais, encore aujourd'hui, un très bon médecin traitant qui m'a aidé à trouver des pédopsychiatres. Pareil, aucune prise en charge par une association, strictement rien. Et aussi ce que je voulais dire, c'est qu'il n'existait pas à l'époque et encore à ce jour, il n'y avait aucune suspension de l'autorité parentale. Et ça, je tiens à insister là-dessus, puisque mon ex-conjoint est parti en prison. Et ce qu'il faut savoir dans une instruction criminelle, c'est qu'on n'a pas le droit de rentrer en contact avec la personne qui est en prison. Même si nous, on veut, la juge d'instruction l'interdit. Donc aujourd'hui, il faudra m'expliquer comment je fais sans suspension de l'autorité parentale pour faire des soins médicaux. C'est-à-dire, j'ai dû attendre 5 mois avant d'avoir une date pour le juge aux affaires familiales. C'est-à-dire que les médecins, quelque part, comme le dit très bien Karen Saldier, agissent en contrebande pour faire des soins pour ses enfants. Pour l'inscription à l'école, j'ai dû hurler à la mairie. Je ne pouvais pas inscrire ma fille, c'est-à-dire que la justice ne nous donne aucun papier, donc je devais venir avec mon dépôt de plainte pour inscrire ma fille à la crèche, pour l'école. Franchement, c'est horrible. C'est horrible. Je ne le souhaite à personne. Je me suis dit, mais je suis la mère, mon ex-conjoint est en prison, donc il fallait que je donne mon dépôt de plainte. Ça, c'est juste pas normal. Et donc, après, au bout de 5 mois, j'ai eu l'autorité parentale exclusive. Et puis, on a donné des visites médiatisées. On a prévu déjà la sortie de mon ex-conjoint. Et au bout de 10 mois, contre toute attente, cet homme a été libéré. Voilà, bien évidemment, on n'est pas prévenu. Par contre, l'homme violent, ce qu'il faut savoir, c'est quand il sort de prison, il se précipite au juge des affaires familiales. Lui, il a le droit d'avoir une date. En 3 semaines, il a une date, bien évidemment. Nous, on doit attendre, bien évidemment, des mois. Mais l'homme violent, lui, en 3 semaines, il a une date. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre-temps, j'avais déménagé. J'étais domiciliée chez mon avocate. D'ailleurs, son avocate, à lui, il sait très bien. Et ça, je tenais à en parler parce que c'est un problème qui revient récurrent. Parfois, le manque de déontologie de certains avocats qui défendent ces hommes. Parce que ça met en danger aujourd'hui les enfants, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que le civil et le pénal est dissocié et que ces hommes violents, avec leurs avocats, se servent de ces failles. Donc, on m'envoie un huissier à mon ancienne adresse parce que le but, et ça, de nombreuses victimes l'ont dit, c'est de ne pas retrouver la victime pour qu'il y ait une audience qui se tienne sans la victime et sachant qu'un avocat peut mentir. C'est-à-dire que moi, je me suis retrouvée avec une assignation, j'ai appris que j'étais mariée. Je n'étais pas au courant, c'était nouveau, j'étais mariée, donc j'avais un autre nom de famille. J'avais une ancienne adresse, mon ex-conjoint était sous contrôle judiciaire avec interdiction de m'approcher, interdiction d'approcher ma fille, mais un avocat peut manipuler un juge et dire qu'il n'y a pas de contrôle judiciaire. Donc parfois, les juges sont également victimes de ces hommes, victimes de ces avocats qui sont parfois à l'image de ces hommes. Il n'y a aucune déontologie, il n'y a aucune règle, je trouve ça inadmissible. Et en plus de mettre en danger la mère, on met en danger l'enfant. Donc aujourd'hui, j'ai des victimes, il y a des audiences qui se tiennent sans elles parce qu'elles n'ont jamais les convocations. Alors, et bien évidemment, les avocats vont dire « Ah, mais c'est une autre procédure, on ne savait pas qu'elle avait la même avocate. » Bah oui, mon avocate, elle n'est pas prévenue, donc elle ne risque pas de pouvoir faire quelque chose. Ça, je trouve ça inadmissible. On parle des policiers, des juges, mais les avocats aussi, pas tous. Certains avocats devraient véritablement se remettre en question. Qu'on me mette en danger, c'est une chose, mais qu'on mette en danger la vie de ma fille, c'est inadmissible. Sachant que les médecins, on lui accorde un droit de visite médiatisé, bien évidemment, malgré ce que les médecins disent, elle a un syndrome post-traumatique très sévère. Ma fille, si vous voulez, le temps s'est arrêté pour elle.
Bruno Solu a lu son témoignage, donc je pense que je ne vais pas en dire plus. C'est une enfant qui s'est enfermée en fait dans le silence. D'ailleurs, pourquoi elle aurait voulu parler, puisque elle a vécu, elle a failli me voir mourir. Donc je vais passer les détails, tout a été dit. Donc bien évidemment, moi je ne veux pas emmener ma fille en visite médiatisée et je risque des non-représentations. Donc c'est moi, aujourd'hui, je passe de victime à coupable. Cet homme, il enfreint son contrôle judiciaire. Silence de la juge d'instruction, rien du tout. Donc, au bout de 3 mois, pour sauver ma vie, j'ai même engagé un détective privé, car ces hommes, on ne vérifie même pas leur adresse. Et je voudrais aller plus loin en revenant aux enfants, donc c'est-à-dire qu'il avait une interdiction d'approcher l'école. Qui est-ce qui prévient l'école? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cet homme sort, il devrait y avoir un protocole, la mairie devrait être au courant, l'école devrait être au courant. C'est moi qui ai mis l'école au courant, c'est-à-dire qu'ils avaient la photo de cet homme, puisqu'il rôdait, ils étaient en alerte. Les policiers étaient prévenus, étaient en alerte, mais c'était la juge qui n'a jamais donné l'ordre d'arrêter mon ex-conjoint. Donc ça, qu'on mette en danger les mères, j'ai bien compris que la vie d'une femme, ça valait strictement rien. Par contre, ça, j'ai pas accepté qu'on mette en danger la vie de ma fille. Quand on a des interdictions d'entrée à l'école, aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait un protocole, que la police, en fait, elle soit au courant et que ces hommes puissent être arrêtés tout de suite. On fait comment si ce monsieur, il arrive? Parce qu'en fait, on met en danger la vie de ma fille, on met aussi la vie en danger des autres enfants qui sont à l'école. Parce que quand un monsieur arrive avec une arme à feu, vous pouvez strictement rien faire quand ils ont des crises. Et ces hommes sont imprévisibles. Et je tenais vraiment à insister là-dessus. Ensuite, je me suis battue pour porter ma fille partie civile, puisque j'estime qu'aujourd'hui, un enfant témoin des violences conjugales est une victime. Donc au procès d'assises, c'est pour ça que on avait pris une autre avocate. Mon ex-conjoint a été condamné pour tentative de meurtre. On a reconnu ma fille victime puisqu'on lui a octroyé des dommages et intérêts. Par contre, la Cour a décidé de ne pas retirer l'autorité parentale parce qu'il est indiqué que, en gros, la tentative de meurtre, en sa présence, ne remet en aucun cas en cause ses qualités paternelles. Donc j'ai dû faire appel avec mon avocat. Donc moi, je sais que la justice manque de moyens humains et financiers. Ça coûte pas d'argent magistrat. Moi, ça me coûte de l'argent, par contre, pour payer des avocats. Mais eux, ça leur coûte rien. Donc, je veux bien la formation. Il y a du beau sens. Mais là, on estime qu'on peut essayer d'ôter la vie de sa mère devant son enfant et que ça reste un mon père. J'ai fait appel. Et le 21 septembre 2020, la Cour d'appel de Versailles a retiré l'autorité parentale de mon ex-conjoint. Et c'est une décision, à ce jour, que me disent les professionnels, les victimes exceptionnelles. On en est là pour une tentative de meurtre en France en 2021. Donc imaginez, quasiment toutes les victimes, elles n'ont aucune chance de s'en sortir. Et le dernier point que je voulais dire, c'est bien de faire des textes de loi, je les soutiens. Mais le système judiciaire, il est en faveur des hommes violents. Aujourd'hui, on me dit, Laura, ça va, c'est fini. Mais non. Alors, je vais passer des détails. Aujourd'hui, il existe un texte de loi, c'est-à-dire que les grands-parents ont des droits sur les enfants. Nous n'avons que des devoirs. Aujourd'hui, je suis convoquée le 28 décembre au tribunal parce que la mère de l'homme qui a essayé de me tuer m'attaque en justice pour récupérer des droits de garde et d'hébergement. Et je constate que chez les victimes, c'est récurrent parce que souvent, les parents en fait, prennent la défense des auteurs. Moi, pour cette femme, je suis un monstre. Elle ne s'est jamais manifestée en 3 ans et demi. Elle m'a même enfoncée. C'était juste une simple engueulade ce soir-là. Je suis le monstre qui a mis son fils en prison. Donc aujourd'hui, je suis obligée, en plus ils prennent le même avocat, donc on sait très bien que c'est mon ex-conjoint, et en plus j'ai eu un huissier chez moi, donc c'est-à-dire que cet homme qui est en prison est aujourd'hui en possession de mon adresse. On se fout de la gueule du monde. Et pareil, je me demande quelle est la déontologie de l'avocat, puisque l'avocat de sa mère, j'y reviens, et ça je tiens à le signer, est le même que son propre fils, donc qui sait que je suis domiciliée chez mon avocate et qui m'envoie un huissier chez moi. Donc là, il y a tout. Il y a l'adresse, le numéro de la porte. Peut-être la prochaine fois, on va prendre un café ensemble. Et là, ça met en danger ma fille. Donc cette audience, encore une fois, ma fille n'est pas au courant, c'est moi qui prends. Je suis obligée de payer des frais d'avocat. Ils remettent tout le dossier du procès d'assises. Mais on est où là? Mais comment voulez-vous que les victimes s'en sortent? Parce que c'est un continuum de violence. Et quelque part, nous sommes les seules victimes en fait, à être condamnées à perpétuité. Donc... Merci Laura, merci beaucoup pour votre témoignage très dur et merci vraiment parce que c'est très courageux.